Radio Espace, Sweet FM et Espace TV au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Adafo Média, la seule équipe à jouer tous les matchs de la CAN, tiendra toutes ses promesses. Des Nations, l'avant-match, le Sili national de Guinée face à son destin. Une équipe de Guinée qui a l'habitude de se faire éliminer en huitième de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Le pays n'a jamais gagné un match à élimination directe en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le Sili national de Kaba Diawara pourra vaincre le cygne indien cet après-midi face aux Zalang national de la Guinée équatoriale, qualifié à 4 reprises en Coupe d'Afrique des Nations et a réussi donc à se hisser donc en quart de finale 4 fois. On en parlera avec mes chroniqueurs ici sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Idi Bari. Bonsoir, Alcini Baldé, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur ce plateau spécial de la CAN. Très bien, très heureux de te retrouver. Tu as le sourire, mon cher ami, cet après-midi. C'est le sourire de l'espoir. Il faut toujours garder espoir. Voilà, j'aime bien quand tu... Découragement n'est pas Sili. Ouais, j'aime bien quand tu souris. C'est que quand ça sourit, là, il y a de l'espoir, mon cher ami. Évidemment, évidemment. Voilà, très bien. Et nous avons notre renard de surface, Boïba. Bonsoir, Boïa. Bonsoir Alceni, bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de te retrouver, mon cher. Le plaisir est partagé. Normalement, tu ne devais pas être en costume, là, en maillot Sili, c'est Toukedi qui nous sponsorise. Là. Non, le maillot quand même, il est là. Il est là. Je n'avais pas vu. Ah, ok. C'est peut-être que c'est l'enjeu de la rencontre qui un peu rend flou la vision. Hein. Mais bon, on va essayer d'en découdre tout à l'heure. Quand le Sili national joue, parfois, c'est le cœur qui prend le dessus par rapport à la raison. Voilà, justement. Donc, vous allez le comprendre. Effectivement, on va en découdre ici, donc, sur ce plateau, avec donc mes acolytes de tous les rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le début. C'est un plaisir, en tout cas, pour nous de vous retrouver. On va donc en parler, justement, revenir sur les matchs d'hier. Comme vous le savez, le Nigeria a réussi donc à dompter les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 2-0 et un bon Victor Osimhen qui a donné, même s'il n'a pas marqué, mais il a été un apport très considérable pour les Super Eagles du Nigeria, donc qui élimine le Cameroun. Et puis nous reviendrons aussi sur le match très important de cette équipe de l'Angola, les Palancas Negras, qui ont réussi donc à humilier son homologue namibien, les Braves Warriors, sur le score de 3-0. Et puis le match de ce soir, à part donc le match de la Guinée, sur lequel nous allons revenir de long en large, nous allons parler du match qui va donc opposer l'Égypte à la République démocratique du Congo. Brièvement, on reviendra donc sur le programme qui vous attend donc cet après-midi avec cette Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale. Ça promet énormément donc de rebondissement et de suspense. Merci encore une fois de nous rejoindre. Alors, nous allons donc commencer par ce match. On va faire un tour d'horizon Idi Bari. Donc sur le match d'abord, Namibie-Angola, un match d'outsider. On n'attendait vraiment pas à ce stade de la compétition ces deux équipes de l'Afrique australe. Oui, peut-être la Namibie, mais l'Angola quand même, on sait que ces dernières années, c'est une équipe qui parvient et toujours à tirer son épingle de jeu dans cette compétition de la CAN. Mais hier aussi, elle a encore prouvé donc sa suprématie dans cette compétition en réussissant à battre cette équipe de la Namibie, les Brave Warriors, dans un match à rebondissement avec les cartons qu'on a vus et les cartons de part et d'autre, alors que la Namibie dominait la rencontre. Mais c'est plutôt l'Angola qui a réussi quand même à transformer ses occasions franches en but. Et c'est tout à fait normal qu'à la fin de la rencontre, donc, que l'Angola se trouve en supériorité au score par rapport à la Namibie. Ouais. Et malgré que les deux équipes ont terminé le match à 10 contre 10, avec cette action du gardien qui a pris tout le risque qu'il faut. Et je dirais même il a pris le risque à la Valverde. Et voilà, il a sauvé non seulement
devant les buts et il a pris un carton rouge. Mais qu'à cela ne tienne, à la fin de la rencontre, c'est son équipe qui est qualifiée pour donc ces quarts de finale. Et l'autre rencontre, vous l'avez dit, c'est donc les Lions indomptables qui ont été domptés par les Super Eagles. Et quand vous savez que l'aigle, dans la jungle, l'aigle se trouve au-dessus. Donc elle a réussi, donc cet animal a réussi à dompter ces Lions du Cameroun. On a vu après la rencontre la réaction de Song qui disait que cette équipe était en reconstruction, mais sauf que c'est pas au cours d'une compétition et comme la CAN qu'on doit penser à reconstruire une équipe. C'est bien avant. Il y a des matchs amicaux, il y a les éliminatoires des différentes compétitions internationales. C'est dans ces phases qu'on peut peut-être parler de transformation et de rajeunissement d'une équipe, mais pas en pleine compétition. Dans une compétition, quand on vient avec des joueurs, on estime que ces joueurs sont à même de nous donner satisfaction ou en tout cas de nous envoyer plus loin dans la compétition. Donc je pense que c'était une erreur de communication de l'entraîneur, mais peut-être sous l'effet donc de la déception de l'élimination. Et c'est pourquoi il a tenu un propos comme ça. On espère que peut-être, et à la longue, si en tout cas il est maintenu, parce qu'on a vu avec cette CAN aussi, la plupart des équipes qui ont été éliminées, et ce sont les entraîneurs qui ont payé encore les frais. Les frais, bien, merci pour l'expression, les frais de ces mauvaises performances. Et on espère que Song va continuer et à donner satisfaction au peuple, au football camerounais, tout en, comme il l'a dit, et dans sa phase de transformation et de rajeunissement de l'équipe. Voilà, justement, mais il y a quand même certains joueurs de cette équipe du Cameroun quand même qui ne sont pas d'accord avec Rigobert Song sur son discours perpétuelle reconstruction. C'est une équipe du Cameroun justement qui devrait être à la hauteur. On les a vus, pratiquement ce sont les mêmes joueurs qui ont disputé la CAN 2021. Non, vous l'avez dit, le Cameroun même c'est un grand d'Afrique, c'est un géant d'Afrique. À part donc l'Égypte, c'est le Cameroun qui a le plus grand nombre de titres dans cette compétition. 5 étoiles. Justement, donc quand le Cameroun vient dans une compétition africaine, on les voit dans le dernier carré. Mais sortir à cette seconde phase de la compétition, c'est quand même incroyable. Et oui, incroyable, mais c'est une équipe comme le Nigeria quand même qui les a éliminés. C'est un derby de voisins. C'est un classique du football africain. C'est un classique du football africain. Vous savez, l'équipe du Nigeria, je n'en ai pas parlé, l'équipe du Nigeria avec ses phases de poule, et on avait un peu douté de cette équipe. Et ce n'est que le match contre la Côte d'Ivoire que cette équipe a commencé à se surpasser. Et aujourd'hui, donc ce score face au Cameroun, ça leur donne encore un capital confiance plus élevé et pour la suite de la compétition. Surtout avec un Victor Osimhen qui hier a sorti son grand jeu. Un Victor Osimhen altruiste sur le premier but, et parce que lui-même il aurait pu tirer, mais heureusement il a vu Lookman venir, il lui a glissé la balle. C'est justement la grandeur de ces attaquants. Non, il a montré, son côté altruiste. C'est trop classique de sa part, en tout cas pour un attaquant. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que les attaquants, pour la plupart, sont des égoïstes. Quand ils sont dans la surface, le premier réflexe, c'est de tirer vers le but. Mais après, lui, heureusement, son réflexe, il a vu son coéquipier, n'oublie pas aussi, le ballon et puis voilà. N'oublie pas que c'est le ballon d'or africain. Il fait partie des 10 meilleurs au ballon d'or France Football. Donc rien à dire en tout cas. Victor Osimhen qui a marqué juste un petit but depuis le début de cette CAN, mais qui commence justement à monter en puissance. C'est d'ailleurs, c'est à l'image aussi des Super Eagles du Nigeria, avec une équipe très stable, très autoritaire, très responsable justement. Alors, Oiba, la même question, la Namibie éliminée par les Palancas Negras et le Nigeria dompte nos amis camerounais, et ça ne fait pas plaisir quand même à nos amis camerounais de se faire éliminer de cette façon, vu que le Cameroun a souvent battu cette équipe du Cameroun dans les Nigeria, dans les compétitions, surtout les Coupes d'Afrique des Nations. Vous savez, encore une fois, tout ce qu'on peut apprécier pour ces compétitions, comme la CAN, je le dis et je le répète, il y a un niveau, ce qu'on appelle un nivellement de valeur. Sur le papier, on peut placer des statistiques qu'on veut, mais sur le terrain, c'est l'équipe la plus engagée, la plus audacieuse et la plus disciplinée, surtout,
qui va remporter. On a vu ce qui s'est passé avec donc, le Nigeria, qu'on supposait donc être plus en difficulté, disons, par rapport au Cameroun, qui pourrait... qui avait quand même obtenu une qualification, une deuxième place. On pensait que donc il y avait la confiance qui est revenue parce que vous savez dans quelles conditions ils sont qualifiés. La Guinée était donc deuxième du groupe jusqu'à donc à quelques secondes donc de la fin de la rencontre Cameroun-Gambie. On a vu comment les Camerounais ont réussi quand même à battre la Gambie pour être devant et de facto surclasser la Guinée, occuper la deuxième place, et donc c'est mieux au Nigeria. Donc ce n'est pas on a vu une équipe camerounaise qui a plutôt mal joué face à la Guinée, plus de 45 minutes sans pouvoir mettre de buts. On avait vite compris que c'était là. On a vite compris le Vincent Bakar, la dépendance absolue de l'équipe à Vincent Bakar, qui était quand même le buteur providentiel de cette équipe. Je pense que ça a été le péché mignon de cette équipe, même si hier il a joué une vingtaine de minutes, mais il n'a pas pu quand même apporter ce que l'entraîneur attendait. Disons, on s'interrogeait sur l'avenir de Song. Moi, je pense que c'est déjà fini pour lui. D'autant plus que, vous vous souvenez, la CAN, la précédente, s'est jouée donc au Cameroun. On a vu même la 3e place. Le Cameroun a été incapable de prendre la 3e place. Et donc, je pense que pour Song, Samuel Eto'o a beau militer pour la continuité, pour la stabilité, mais je pense que pour Song, c'est plus ou moins fini. Et en se référant à son ancien, au discours précédent, donc la rencontre entre la Guinée et le Cameroun, on sait que lui-même, dans sa tête, il est préparé à partir parce qu'il disait, même s'il était amené à quitter, il veut quand même construire une équipe pour que son successeur vienne trouver une équipe solide. Donc on sait qu'il est déjà préparé. Donc, quant à la rencontre Angola-Namibie, disons, c'est les deux surprises, en quelque sorte. C'était la beauté de la CAN aussi, ce sont ces surprises. Ce sont des équipes entre guillemets petites. L'Angola, la Namibie qui se retrouvent en 8e de finale, alors que la Tunisie, l'Algérie sont en difficulté. Le Ghana, la Côte d'Ivoire qui est quand même tirée par le CV pour arriver en 8e de finale. Même l'Égypte avec 3 petits points seulement. Sans gagner le moindre match. Donc c'est dire encore une fois, c'est le travail collectif. On a vu, tu rappelais tantôt l'action d'Osimhen qui a été quand même beaucoup plus collectif hier, et on a compris l'importance des jeux collectifs. Parce qu'à la fin de la CAN, on ne dira pas qui a été le meilleur joueur, on va dire qui a été le meilleur buteur, certes, mais l'équipe ou le pays qui va tirer beaucoup plus de satisfaction, c'est l'équipe qui finira avec le trophée. Donc, on a vu le fait de jouer avec les cartons, il dit le rappeler, l'Angola qui a récolté un carton rouge à la 16e minute, si je ne m'abuse, et qui a quand même réussi, même avec cette infériorité numérique, à ouvrir le score. Et ils ont quand même, à force de persévérer, ils ont quand même poussé la Namibie à la faute, et aussi ils ont quand même réussi à amener l'adversaire donc à récolter notre carton. Ça a permis d'équilibrer les débats, et les Angolais ont plutôt, ils n'ont pas hésité, on a vu, malgré le carton, ils n'ont pas hésité, ils ont maintenu la dynamique, ils ont maintenu donc le plan qui était déjà préalablement établi, et c'est-à-dire attaquer le plus haut possible et essayer de remonter, bloquer le bloc namibien dans son camp et faire en sorte qu'il y ait la possession à leur faveur. Vous savez, en football, quand vous avez le ballon, vous courez le moins et vous avez beaucoup plus d'énergie par rapport à l'adversaire. Je pense que la qualification de l'Angola est amplement méritée, surtout qu'une bonne partie a été disputée, on le disait, en infériorité numérique. C'est grâce à leur persévérance qu'ils ont réussi quand même à faire basculer la rencontre et maintenir donc cette qualification, largement méritée à mon avis. Voilà, justement, donc l'Angola croisera donc les Super Eagles du Nigeria donc en quart de finale.
et on verra justement entre la Guinée équatoriale et la République de Guinée, l'équipe qui sortira vainqueur va jouer contre le gagnant entre l'Égypte et la RDC. On va parler justement de ce match puisque c'est un match à enjeu aussi, hein. Oui, c'est vrai, c'est un match des huitièmes de finale, évidemment. Des grosses pointures du continent aussi. Des grosses pointures, hein. Effectivement. Même donc si l'Égypte qui est venue, c'est-à-dire amputé d'un de ses meilleurs joueurs et également qui perd certains de ses cadres aussi avec des blessures. Alors dites-nous, selon vous, est-ce que l'Égypte pourra aller en demi-teinte pour en tout cas enchaîner dans cette compétition? Je pense qu'avant de parler de l'Égypte, on devrait plutôt parler d'abord de la Guinée, parce que c'est le sujet, sujet qui nous concerne on revient sur pour clôturer en tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très important. En tout cas, c'est des équipes, l'Égypte et la République démocratique du Congo, je pense que ce sont des équipes qui se sont qualifiées difficilement. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont deux grosses pointures de ce continent et en termes footballistiques. Et malgré que l'Égypte est amputée de son meilleur joueur qui est Moussala. Et je pense que l'Égypte, sa façon même de se qualifier, et doit se remettre en question et essayer d'aller au bout de ces léopards de la République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas aussi démérité. Parce que s'ils se sont retrouvés ici à ce niveau de la compétition, c'est parce qu'ils ont quand même quelques arguments à placer face à cette équipe des Pharaons. Donc je pense que ce sera un match très avancé et un match qui va en tout cas mettre en opposition deux styles de jeu, et surtout que de l'autre côté il y a cette équipe de la RDC qui est amenée par un Cédric Bakambu, malgré qu'on a vu les images où il posait le ballon sur son penalty où ses mains tremblaient, mais qu'à cela ne tient, il ne faut pas se fier à cela. Et c'est des matchs, ce sont des compétitions où c'est le cœur qui joue, et avant que la dynamique aussi ne soit donc amorcé dans cette compétition. Je pense que ce sera un match équilibré, c'est un match qui va donner beaucoup plus de tonus aux observateurs que nous sommes. Voilà, je sais qu'il a très envie de parler du match de la Guinée, mais on aura en tout cas plus de 30 minutes à en débattre sur le sujet important. C'est le Syli national de Guinée qui sera face à son destin donc cet après-midi contre le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Alors, peut-être je vais demander à Boué rapidement en quelques secondes ce match Égypte-RDC, justement, parce que ça intéresse. Ça sera l'adversaire soit de la Guinée, de la République de Guinée ou de la Guinée équatoriale. Bon, ce sont quand même des équipes fortes, puissantes, même si on va dire elles sont amputées de quelques éléments importants, mais il y a quand même des répondants de part et d'autre. Il faisait cas de Bakambu, qui est un excellent joueur et qui se révèle être un bon leader pour la RDC. Je pense que ce sera un duel très intéressant à suivre. On a vu avec l'absence de Moussala, mais on a vu quand même quelques éléments qui parviennent quand même disons, à se révéler. On a vu Trezeguet qui a fait de bons matchs. On a vu Moustapha Mohamed qui a quand même été éblouissant, notamment lors de la 3e journée. Donc il y a des répondants de part et d'autre, et je pense que la discipline, surtout la discipline tactique, fera la différence. Parce que quand vous jouez face à l'Égypte, il y a quand même, vous pouvez toujours faire face à des surprises. Ça peut être des fautes imaginaires qui pousseraient l'arbitre à siffler en faveur donc, de l'Égypte. On connaît la plupart des pays du Nord, comment est-ce qu'elles se comportent quand elles jouent face aux pays du Sud. Il faudra prendre en compte ces détails et maîtriser donc, le milieu de terrain. Ce sera la bataille qui maîtrisera la bataille du milieu de terrain donc aujourd'hui. Sortira victorieux de cette rencontre. Voilà, donc il ne restera qu'une Guinée donc, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quoi qu'il arrive, il va y avoir une Guinée-Bissau déjà éliminée. Hein? La Guinée équatoriale joue aujourd'hui. Donc on verra qu'une seule Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale défie son homologue
homonyme, je vais le dire comme ça, de la Guinée Conakry, donc en 8e de finale au stade Alassane Ouattara Dépimbe, donc va donc à Abidjan. La Guinée donc va être face à son destin. On reviendra donc sur cette rencontre maintenant et comme vous le savez, ça sera un match très compliqué vu que cette équipe de la Guinée équatoriale, on l'a dit à l'entame de cette émission spéciale, que c'est 4 qualifications en Coupe d'Afrique des Nations, 4 quarts de finale. Donc cette équipe de la Guinée équatoriale n'a pas connu de défaite au premier tour, en 8e, et c'est en quart de finale que le plus souvent rencontre les équipes qui seront championnes. Donc on a vu en 2019, c'était contre l'Algérie que l'équipe s'est heurtée. On a vu en 2021, c'est contre le Sénégal. Donc est-ce que pour vous, la Guinée a véritablement une chance pour se qualifier pour ces quarts de finale, pour vaincre carrément le signe indien? Je pense que l'une des forces de l'équipe de Kaba Diawara, c'est sa défense à travers Julien Janvier et Diarabi, et qui en tout cas qui maintiennent le bloc défensif. Et de l'autre côté, l'autre atout aussi, c'est la présence d'Aguibou qui est très virevoltant durant cette compétition. Et au milieu, si on parvient en tout cas à avoir gagné la bataille du milieu, je pense que du côté des attaquants, il y a du répondant avec Morgan Guilabogui qui donne de très bons centres, et qui percute sur son côté droit et qui donne de très bons centres. Et Bayo, qui on le sait, il joue très bien au niveau à la tête et comme au pied aussi. Et de l'autre côté, cette équipe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'équipe de cette formation de la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui a toujours bien négocié ses compétitions durant les différentes cannes auxquelles elle a participé. Et vous l'avez rappelé, la première canne de cette équipe, c'était en 90, où elle s'est hissée jusqu'au niveau des quarts de finale. Et notamment aussi en 2015 jusqu'à maintenant, elle a toujours maintenu sa cadence en terminant toujours dans en quart de finale de cette compétition. Oui, qui a été en 2015 quand même, elle a dépassé... Oui, qui était en demi-finale en 2015. Et donc, je pense qu'elle a des atouts, et notamment Nzoué qui est le meilleur buteur de cette compétition, qui, malgré du haut de ses 34 ans, parvient aujourd'hui à créer la différence, à donner de la sensation à son équipe. Et tout compte fait, il faudrait que, parce que ce sont des équipes qui ont des oppositions de style, et l'autre, l'équipe de la Guinée équatoriale, est forte de son attaque, parce que, je rappelle, parce que pendant les phases de poule, c'était la meilleure attaque avec 9 buts marqués. Et un seul a marqué les 5. Voilà, Nzoué a marqué les 5 buts sur ses 9. Et donc la Guinée, si en tout cas on maintient cette cadence au niveau de la défense, on parvient à maintenir le bloc du milieu, je pense que nous avons des atouts et pourquoi pas aller contrecarrer cette équipe. C'est vrai, l'équipe de la Guinée équatoriale est forte donc de son match face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, où elle a marqué 4 buts. Mais je pense que la Guinée aussi est forte de sa défense. Et c'est vrai qu'on a le gardien aussi est rassurant. On a encaissé 3 buts dans cette compétition, mais je pense que ce sont des buts qui sont venus parce que les 2 derniers buts d'ailleurs face au Sénégal, il n'y avait pas la paire Julien Janvier et Mokhtar Diarabi. Et je pense que chaque fois que Mokhtar Diarabi et Julien Janvier ont joué, ils se sont bien comportés. Et aujourd'hui, avec le classement qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va voir d'ailleurs avec nos téléspectateurs, je pense que cette paire pourra repousser ou maintenir la cadence de Nzoué et pour ne pas aujourd'hui qu'il fasse mal au Sili national. Voilà, c'est un duel enthousiasmant donc entre 2 sélections qui ont de l'ambition. On les a vus justement, et la Guinée a aussi de l'ambition, mon cher ami Boyi, vu tout ce que le pays a montré, en tout cas jusque-là, même si on a perdu contre le Sénégal, mais quand même il y a de l'ambition au sein de cette sélection guinéenne. Il y a de l'ambition, mais moi j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à cette histoire d'abord de primes. On le rappelle, il y a une séance d'entraînement qui a été boudée parce que tout simplement les primes tardaient à venir. On apprend, même si c'est difficile donc de vérifier parce que chacun veut tirer la couverture de son côté, que le Sili national souhaiterait que la prime de 10 000 qui était initialement prévue conformément à l'arrêté conjoint, que le Sili souhaiterait que cette prime soit rehaussée à 30 000.
je pense que si tel est le cas, ce serait difficile pour l'État guinéen. Vous savez, on traverse, en plus de la transition qui est déjà une crise, on traverse une autre crise liée donc, à l'incendie survenu au dépôt des hydrocarbures. Donc le pays est presque... est en train de reprendre progressivement. C'est toi qui le dis, hein? Non, c'est toi qui le dis. Le pays est en train de reprendre progressivement. Non, c'est qu'il ne faut pas qu'on rentre dans ces détails, en fait. On a envie de comprendre un peu, est-ce que la Guinée a de l'ambition? Les primes, d'accord. La Guinée... Je pense que le terrain sur lequel il est en train d'avancer, je pense que c'est des choses qui peuvent avoir une stimulation sur la psychologie de l'équipe. Voilà, allons-y pas à pas. Je pense que si le pays n'était pas en crise, c'était quand même... Même si le pays n'était pas en crise, ce n'est pas quand même opportun, en pleine compétition, de demander une révalorisation de primes. Ce sont des choses qui pouvaient être discutées bien avant le coup d'envoi de la compétition. Moi, je pense que les joueurs même ont manifesté de la bonne volonté quand ils ont effectué une visite de terrain au dépôt des hydrocarbures. Ils ont même... On apprend. Même si on n'a pas encore les éléments matériels pour vérifier, on apprend qu'ils avaient décidé de payer, de donner les primes de qualification aux victimes donc, des Kaloum. Maintenant, la compétition en tant que telle, on a commencé par le Cameroun. On a vu une bonne opposition. On a rencontré une très belle équipe de Guinée. On a vu la rencontre contre la Gambie, une très bonne équipe encore, mais contre le Sénégal. Moi, j'avais dit, on était tous unanimes, mais le classement de départ ne nous rassurait pas. Et au final, on a vu le résultat. Aujourd'hui encore, on a vu un classement peut-être plus ou moins rassurant aujourd'hui, hormis Amadou Diawara, qui, à mon entendement, je trouve lent et qui pourrait, disons, qui ne peut pas faire les efforts pour... disons, courir rapidement et récupérer éventuellement les ballons perdus. Là, c'est une inquiétude. Sinon, globalement, l'équipe guinéenne a les armes nécessaires pour quand même répondre aux équato-guinéennes, même si en face, il y a quand même le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs, parce qu'il y a quand même Ndala du côté de l'Angola, quand même, qui fait Gelson Ndala, qui fait quand même sensation dans cette compétition-là. Globalement, la Guinée a des arguments. Voilà, justement, on a vu... au cas des primes, je pense que le Sili s'en est mal pris. On n'attend pas dans une compétition pour réclamer de telles exigences. Ils ont eu plus de 2 semaines de stage du côté d'Abu Dhabi. Tous ces détails auraient pu être réglés. Et surtout, tout frais payé, on n'a pas regardé côté crise. Tout ce que Kaba, par exemple, a demandé pour préparer la CAN a été mis à disposition du Sili national. Justement, on est d'accord. Et au-delà de cela, c'est un arrêté conjoint. Bien sûr, bien évidemment. Et c'est déjà clair. La gestion des affaires de l'État, c'est pas en un jour on se lève, on exige à ce qu'un décret soit revu ou un communiqué soit revu. C'est déjà clair. Ça se négocie. Et je pense que, en tout cas, selon mon entendement, moi, ça n'engage que moi. Bien sûr, mon cher ami. Ça n'engage que moi. Bien sûr. Peut-être c'est une façon de préparer, en tout cas, un éventuel prétexte en cas d'échec. Et je ne le souhaite pas. Je voudrais qu'aujourd'hui, le Sili parvienne à braver le signe indien en se qualifiant pour la toute première fois depuis que moi j'ai commencé à suivre, en tout cas le Sili. On n'a jamais dépassé les phases éliminatoires directes. Je souhaite aujourd'hui que nous gagnions au moins sur un score très élevé. Mais en tout cas, en cas d'échec, je vous assure que cette histoire de prime sera un prétexte. Justement, la défaite est déjà préparée. Moi, je suis totalement d'accord avec Idi. Ça pourrait être un des arguments qui seront donc placés, aussi bien par les chroniqueurs, mais aussi par les joueurs eux-mêmes. Parce que quand l'ambiance est pourrie déjà, ça va être difficile de redresser le mental et faire face donc au plus important. Le plus important, c'est une victoire contre la Guinée équatoriale. Et je précise que cela n'a rien à voir parce que les primes, c'est un droit. C'est un droit pour les joueurs. L'État, là où l'État aussi, j'accuse un peu le ministère des Sports, vous savez que votre équipe est en compétition. Vous prenez toutes les dispositions pour que tout soit... Dès le coup de sifflet final, que chacun puisse entrer en possession de son dû. Effectivement. Mais attendre que les joueurs eux-mêmes réclament cela, je pense que de l'autre côté, l'équipe de BA devrait se remettre aussi en question pour éviter de ce genre de situation. De telles situations
situations qui peuvent peut-être saper un peu le moral des joueurs. Parce que c'est pas normal que dans une compétition, qu'on attende pendant une compétition, qu'on attende que les joueurs eux-mêmes réclament leur dû, c'est qu'ils leur reviennent de droit. D'accord. Ok, on a compris. Et ça devrait se faire aussi, même si en quelque sorte dans le communiqué publié par le département des sports, le département a pris un peu les devants pour se couvrir un peu. Moi, je pense que pour une équipe nationale comme le Chili, on ne devrait pas donner de l'espèce. Tout devrait se faire par virement bancaire. Évidemment. Et en plus de ça, il y a quand même plusieurs autres fédérations qui donc se plaignent du confort attribué au Chili national, qui ne donnent pratiquement rien. Il y a certains même présidents de fédérations qui vont même jusqu'à dire que c'est la malédiction des autres qui empêche le Chili de gagner parce que... Et c'est tout à fait... C'est logique. Hein. Moi, je suis d'accord. Il faut être de bonne foi. Que ce soit le Chili ou une autre fédération, de toutes les façons, chacune de ces fédérations représente le rouge. Oui, justement. C'est comme si tu as des enfants, tu donnes tu aimes l'un plus que l'autre. C'est-à-dire tu donnes plus d'avantages au premier par rapport au deuxième. Et ça, c'est pas normal. Pour soutenir ces arguments, par exemple, tout est subjectif. D'accord. Voilà, pour soutenir leur argument, par exemple, ces présidents de fédération disent, par exemple, les primes, par exemple, de 3 joueurs peuvent prendre en charge le voyage d'une fédération. Donc c'est là aussi, ça complique un peu les choses, mais même si nous, on ne va pas aller sur ce terrain, on va tout simplement dire à l'État de prendre ses responsabilités et d'honorer ses engagements. Aux joueurs aussi de prendre les responsabilités de jouer, de représenter dignement. Évidemment. Genre rapidement, puisqu'il y a l'arrêté conjoint, il y a l'arrêté conjoint ici, c'est qu'en 8e de finale, c'est déjà écrit, c'est 10 000. C'est 10 000. En plus de déplacement qui sera... Oui, justement, je veux commencer juste au niveau des 8e, puisque c'est à partir de là que les joueurs ont commencé à revendiquer. Donc en quart de finale, si le Chili se qualifiait à ce stade de la compétition, c'est 12 500 $. Et si l'équipe du Chili parvenait justement, par miracle, sûrement, bon. Donc c'est 20 000 $. Moi j'ai foi en Dieu que le Chili il a jusqu'au dernier carré. Voilà, d'accord. C'est 20 000 si c'est au dernier carré. Et pour la finale, justement, sans pour autant remporter le trophée, c'est 30 000 $. Donc pour moi, c'est bien ficelé. Et l'État, justement, je pense avait déjà ça en idée et c'est sur papier déjà. Donc les joueurs devraient rentrer en possession. Le Chili, les joueurs et l'encadrement aussi sont au courant de l'existence de ce communiqué. Justement. Pourquoi alors chercher à augmenter ces primes alors que déjà il y a un communiqué. Moi je suis d'accord. Pourquoi je vous dis c'est une façon pour en tout cas les joueurs en cas d'échec de préparer l'opinion. De préparer l'opinion. En tout cas c'est mon avis. Non, je suis d'accord. Hein. Là je suis d'accord. Donc il y a déjà le Chili national qui va rentrer en lice pour ses 8e de finale contre le Nzalang national. Kabadiawara a décidé donc d'aligner pratiquement la même équipe qui a joué contre le Cameroun au premier match contre la Gambie, entre autres. Donc, ce sont les joueurs qui sont revenus. Ibrahim Koné dans les buts, Isiaga Silla en tant que capitaine, Mokhtar Diakabi, Julien Janvier, Ibrahim Diakité, Mori Konaté qui rentre, justement, on en parlera dans un instant, Amadou Diawara, Agibou Kamara, Sekoumar Silla, Morgan Guilavogui et Mohamed Bayo. Le classement, justement, avec Mori Konaté, on l'avait réclamé, hein, parce que lui, il pourrait quand même être un apport considérable pour le milieu de terrain de cette équipe, un régulateur. C'est le remplaçant naturel, si on peut le dire ainsi, de Abdoulaye Touré. Nous savons tous qu'Amadou Diawara, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est quelqu'un qui s'est battu pour le Chili national, qui a toujours honoré la sélection. Quand il est appelé, il vient. Il n'y a pas... Pratiquement, et il est très sage. Moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Autour duquel il n'y a pas de bruit. Ça, on a un grand respect pour lui, mais avec le temps qui se passe, il semble être un peu fatigué, on peut le dire ainsi. Et il ne peut pas répéter aujourd'hui les mêmes efforts que par le passé. Parce que, par exemple, il y a de ces phases où il perd le ballon, il a du mal à se retourner et récupérer le ballon. Je pense que Mori, associé c'est dans cette optique qu'on a mis Mori, qui sera associé à Amadou Diawara. On va dire que ce sont ces deux joueurs qui ont à peu près le même profil. Mais Kaba, c'est pourquoi il l'a fait. Parce que si Touré y était, c'était tout un autre visage qu'on allait voir. Mais ce milieu
je pense que Kaba ne pourrait pas faire mieux. D'accord. C'est donc un bon classement pour ce début. Moi, ce qui m'inquiète, ce sera les changements qu'il va effectuer. D'accord, on reviendra sur ça, Boy. Je vais donner donc la parole à Idi. Et justement, lui aussi, il a son observation à faire, justement. Parce que c'est Mori Konaté, hein, sur lequel on avait vraiment... Qui a joué le premier match. Hein. Oui, qui a joué le premier match en tant que remplaçant. Hein. Non, titulaire. En tant que titulaire. Je pense que d'accord. Parce que de la première rencontre du Chili face à, au Cameroun. Contre Cameroun. Et je pense que ce joueur Mori s'était bien comporté. D'accord. Certes, il n'a pas peut-être la même carrure ou les mêmes rapidités, les mêmes subtilités que Abdoulaye Touré. Mais ce jour, il s'était très bien comporté. Il a joué son match. Il était dans son élément. D'accord. Et je pense que le remplacer aujourd'hui, le mettre aujourd'hui et en l'absence d'Abdoulaye Touré, c'est tout à fait naturel parce que déjà, il a montré ses preuves. Il a apporté ce qu'il pouvait à l'équipe, surtout lorsque nous étions dominés à 10 contre 11. En tout cas, il a joué son match. Et de l'autre côté, comme le disait Boy tout à l'heure, c'est le cas Amadou Diawara qui inquiète un peu. On a vu lors de la dernière rencontre, je suis sûr que les efforts qu'avait fournis le jeune Kourouma, Ilax Moriba, c'est dû à certaines faiblesses entre lui, Diawara et Nabi, qui étaient pratiquement en manque de jus, en manque de temps de jeu dans leur club aussi. Et il lui revenait de droit de compenser tous ses efforts et surpasser ses performances. Je pense que c'est ce qui a d'ailleurs coûté sa blessure, lui a coûté sa blessure. Mais aujourd'hui, donc, on espère qu'il aura capitalisé sur le match contre le Sénégal et qu'il essaiera en tout cas de sortir le meilleur de lui-même aujourd'hui. Et même si je suis plus ou moins sceptique et sur une éventuelle qualité de jeu qu'il va nous démontrer, en tout cas, je voudrais qu'il me surprenne et sur le match d'aujourd'hui. Voilà, optimisme guinéen quand même. Non, je dis mon avis. On est d'accord. Oui, ton avis, mon cher. Je suis très tranchant contre lui, c'est vrai, mais je voudrais qu'il me surprenne. Et ça me ferait plaisir de le voir vraiment au top niveau. Voilà, qu'il me livre une d'accord, attendez, il y a de son expérience, certes, mais je voudrais une fois. Voilà, mais maintenant, si c'est pas Diawara, la qualité de sa performance. Si c'est pas Diawara, par exemple. Je pense qu'il y a Seydouba Cissé qui est sur le banc. Mais Seydouba Cissé a fait une prestation piètre lors du match. C'est vrai, il est rentré en cours de jeu. C'est pas évident, surtout face à quelle équipe? Une équipe du Sénégal. Mais imaginez que Seydouba Cissé, on l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La prestation qu'il nous a sorti, c'était vraiment incroyable. Tout comme la CAN Junior, on a vu au Maroc avec les espoirs. Les espoirs plutôt, avec l'équipe conduite par Morlaye Cissé. C'était quand même un des bons éléments, un des éléments sur lesquels l'équipe s'appuyait pour évoluer. Moi, je pense que, encore une fois, Diawara, c'est le conseil qu'on aurait à lui donner ce soir, c'est d'user de son expérience et ne pas trop monopoliser le ballon. Dès qu'il a le ballon, qu'il essaie donc de le faire circuler, de faire circuler le ballon rapidement et faire de bons placements. Parce qu'aujourd'hui, retarder le ballon au milieu de terrain ou essayer de essayer de se faire plaisir au milieu de terrain, c'est suicidaire pour le Chili national. Parce que devant les équato-guinéens, ils sont cliniques. Voilà, justement, il y a un aspect aussi important, hein, les amis, c'est on a vu quand même avec la Côte d'Ivoire, avec cette humiliation de 4-0 qu'a infligé la Guinée équatoriale au pays organisateur, on a vu quand même Franck Kessié, on a vu Seko Fofana, on a vu Ibrahim Sangaré, justement, des joueurs top niveau qui ont, c'est-à-dire la Guinée équatoriale a réussi donc à les bouffer au milieu de terrain et marquer 4 buts. Est-ce que vous pensez que la Guinée pourra... la Guinée équatoriale, comme il l'a dit tout à l'heure, ils sont cliniques devant. En plus, ils jouent sur des contres. C'est une équipe qui accepte de subir quand elle n'a pas de ballon. Et dès qu'elle a le ballon, avec ses atouts offensifs, il suffit juste d'un déclic sur une contre-attaque et puis ils finissent pratiquement dans la surface adverse. Et une fois dans la surface adverse, bonjour les conséquences. Et aujourd'hui, encore une fois, il faudrait que
Amadou Diawara puisse être très rapide dans ses mouvements, dans son sens de déplacement. Et surtout quand il a le ballon, il faut qu'il essaye de trouver sur les côtés, soit Agibou ou Morgan Guilavogui, qui est très virevoltant sur son côté et qui sait faire des courses et qui sait donc placer d'excellents centres. Je pense que s'il joue comme ça au milieu de terrain, sans prendre assez de risques, ça peut se jouer. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kaba Diawara a travaillé un système qui pourra permettre justement aux attaquants de marquer? Parce que c'est de ça qu'on a besoin, c'est un match à coup près. Il n'y a pas de rattrapage. Non, on regarde même des classements, on sent qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Quand vous alignez Morgan qui fait des excellents centres, qui est percutant sur son côté, et vous mettez, je pense que Bayo, on va sur papier, mais il sera en pointe. Ouais. C'est ce qu'il va faire. Il va essayer de fixer et attendre qu'il soit servi. Je pense qu'un plan est déjà mis en place. Encore une fois, l'inquiétude, c'est un peu au milieu de terrain. Il ne faut pas s'amuser avec le ballon, il ne faut pas essayer de se faire plaisir au milieu de terrain. Il faut essayer de progresser le plus rapidement que possible. Parce que sur le côté, vous avez Isiaka Silla qui n'est pas si efficace sur le plan défensif. C'est quelqu'un aussi avec l'âge qui n'est pas si rapide que ça maintenant. Donc, face à une équipe qui joue, il dit le rappeler en contre-attaque, et un attaquant qui est aujourd'hui, toutes les sens sont de son côté, parce que ce n'est plus le même homme qu'on a connu par le passé, qui ratait même des pénaltys. Aujourd'hui, il suffit juste qu'il s'approche des buts pour tenter que ça rentre. Donc, il faut faire attention pour essayer de le museler. Le football moderne ne demande pas qu'on pointe un joueur derrière un adversaire, mais il faut faire en sorte que vous essayez de compenser le vide. Et c'est le plus important dans cette rencontre. Voilà, il y a déjà aussi sur la feuille, sur le 11 type donc de l'équipe de la Confédération africaine de football, au premier tour lors de la phase de poule, 2 joueurs équato-guinéens quand même qui sont présents, le gardien Jesus Owono et Emiliano Nsoué. Vous savez, l'atout qu'a cette équipe de la Guinée équatoriale, c'est qu'il y a 13 de ces joueurs qui ont joué déjà qui jouent en Espagne et qui ont changé. Et même leurs meilleurs attaquants, ils jouent en 3e division espagnole. Intercity FC. Et voilà, justement, donc c'est des joueurs qui participent au haut niveau, qui ont en plus Zoué qui a joué d'ailleurs pour l'équipe U17 de l'Espagne. Il était destiné à jouer en équipe nationale. Voilà, il a joué même l'espoir, il a rapporté l'Euro espoir avec l'Espagne. Donc c'est quelqu'un quand même qui est pétri d'expérience, qui ne va pas se laisser faire dans cette compétition. Et lui aussi, tout comme Moriba, c'est son père qui l'a influencé pour qu'il joue pour la sélection nationale. Voilà, justement, nous arrivons au terme de cette... C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini, ça va très vite. On nous fait signe que l'heure qui nous a été impartie, donc c'est pratiquement terminé. Merci à tous de votre fidélité. La Guinée affronte tout à l'heure la Guinée équatoriale. Bonne chance aussi les nationales. Nous, on se retrouve peut-être s'il va y avoir avant match pour la prochaine fois. Nous serons là. Merci et à très bientôt. Radio Espace, Sweet FM et Espace TV au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Adafomédia, la seule équipe à jouer tous les matchs de la CAN, tiendra toutes ses promesses.